va également utiliser cette incidence dite de l'ami ou profil axial de coiffe ou sous-acromial qui va permettre de voir l'espace sous-acromial. Et enfin, l'exploration radiologique va se terminer par une manœuvre dynamique pour voir s'il existe ou non un pincement de l'espace sous-acromial, ce qu'on appelle la manœuvre dynamique de Leclerc. Très souvent, on va réaliser une échographie également. L'échographie, on l'a vu tout à l'heure, est une technique d'imagerie qui est très accessible dans l'exploration des tendons de la coiffe des rotateurs, notamment ici le tendon le long chef du biceps, donc en axial dans sa gouttière, ici en longitudinal, ici le tendon du subscapulaire, le supraépineux et le tendon de l'infraépineux. Qu'en est-il alors de l'IRM? L'IRM, ses indications, c'est surtout l'étude des instabilités gléno-humérales, la pathologie de la coiffe des rotateurs. Mais également, c'est un examen qui très souvent va être réalisé en préopératoire. Il faudra alors, sur le plan technique, préparer et rassurer le patient, lui demander d'enlever tout objet radio-opaque avant d'accéder à la salle d'IRM. Alors, le patient sera en décubitus dorsal, la tête en premier, les bras le long du corps. Il sera soit en rotation neutre ou alors en rotation externe, par exemple lorsqu'on cherche certaines anomalies. Toutefois, l'épaule devra être au centre du champ magnétique pour avoir une saturation homogène. Alors, quelle antenne on va utiliser? On peut utiliser une antenne de surface, soit en avant et en arrière de l'épaule, ou alors une antenne qui va s'enfiler en brassière autour de l'épaule, ou alors une antenne de corps thoracique. Alors, le champ de vue, ça va être de petite taille et la matrice la plus élevée possible. Alors, quelle séquence faudra-t-il réaliser? On fera des séquences avec une correction automatique de mouvement. Cette correction automatique de mouvement s'appelle, sur les machines, notamment GE Propeller, sur le Siemens Blade. Quel plan on fera? On fera un plan axial T1. Donc, on fera un plan T1. Donc, ce plan T1 peut être fait en axial, permettant d'analyser l'involution graisseuse des muscles, ou également on peut le réaliser dans le plan sagittal oblique, ce qui va permettre d'étudier la trophicité des muscles. Ensuite, on fera obligatoirement 3 plans T2. En T2, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra d'abord comprendre qu'en T2, le liquide et les graisses vont être blancs, donc obligatoirement, on fera une saturation de la graisse. Mais quel temps d'écho? Plus le temps d'écho est long, plus important sera le contraste entre le tendon, les liquides et l'os. Et plus le temps d'écho est court, plus on aura un risque d'artefact d'angle magique. Donc ici, on a un temps d'écho qui est court, donc qui nous montre ici des hypersignaux au niveau du tendon du supraépineux. Ici, un temps d'écho qui est à 60, qui est plutôt bon, car on distingue bien le tendon du supraépineux, on distingue les structures musculaires, les structures osseuses. Et là, un temps d'écho qui est plus long, donc le contraste va être plus élevé, le liquide va être très blanc, tout le reste va être très noir. Et donc, il faut chercher un bon compromis avec un temps d'écho entre 60 et 80. Quelle coupe on fera en T2? On fera des coupes dans le plan axial. Alors, dans le plan axial, ces coupes vont aller de l'articulation acromioclaviculaire à la fosse infraglénoïdienne. Puis, on fera des coupes dans le plan sagittal oblique. Alors, le plan sagittal oblique, il est important parce que c'est un plan qui va être parallèle à la glène. Et il va aller de la racine de l'apophyse coracoïde jusqu'à la corticale externe de l'humérus. Comme troisième plan, on fera un plan coronal oblique. Donc, le plan coronal oblique va être perpendiculaire à la glène et parallèle au grand axe du muscle supraépineux. Et il va aller des muscles infraépineux et teres minor en arrière vers le muscle subscapulaire en avant. On peut réaliser d'autres séquences, mais ces autres séquences, on les réalise en particulier dans le cadre pathologique. Il s'agit des séquences T1 FATSAT après injection de gadolinium, notamment lorsqu'on explore un processus tumoral, une capsule rétractile, également une synovite, ou des séquences d'écho de gradient, notamment lorsqu'on suspecte une synovite vilonodulaire. Quels sont les résultats? Alors, d'emblée, il faut savoir que en T1,
l'eau est en hyposignal, la graisse est en hypersignal. En T2, l'eau est en hypersignal, la graisse est en hypersignal plus ou moins, c'est-à-dire en signal intermédiaire. Et lorsqu'on sature le signal de la graisse, donc l'eau va être en hypersignal en T2 FATSAT et la graisse va être en hyposignal. Toutefois, il est important de préciser les différentes structures qui sont bien étudiées sur une IRM normale de l'épaule. Il s'agira des éléments de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire le tendon supraépineux, le tendon infraépineux, le tendon petit rond, le subscapulaire et le tendon long chef du biceps. On étudiera moins bien les ligaments, on ne verra pas du tout le labrum, la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Comme elle est virtuelle, on ne doit pas la voir. Si on la voit, cela fait suspecter une bursie. Et l'articulation gléno-humérale, on peut l'étudier, mais un peu moins bien. D'où l'importance des radiographies. Quel est l'aspect normal? En T2 FATSAT, c'est-à-dire quand on sature le signal de la graisse, les tendons de la coiffe des rotateurs vont apparaître en hyposignal homogène. Les corps musculaires vont avoir un signal intermédiaire. Alors qu'en T1, les muscles et les tendons vont être en hyposignal. Je vous partage ici des coupes axiales, donc qui nous permettent de voir ce qui se passe ici au niveau de l'os. Donc l'os apparaît en hypersignal, on est en T1. Donc plus on va progresser, plus on va voir les corps musculaires. D'accord? Donc ici, supraépineux. Et donc on note ici la graisse sous-cutanée qui est en hypersignal. Lorsqu'on fait les coupes axiales, donc on trouve très bien ici le contraste avec ici les tendons qui vont apparaître en hyposignal, l'os qui est en hyposignal et les muscles qui vont avoir un signal intermédiaire. Alors ici, c'est des coupes sagittales, donc qui nous permettent de voir en arrière les différents corps musculaires. Vous savez que les tendons, au départ, c'est de l'aponévrose. C'est quoi le tendon? Le tendon, en fait, c'est de l'aponévrose et il n'y a pas de muscle qui s'y insère. D'accord? Donc, c'est une continuité simplement de l'aponévrose. Les coupes coronales, donc, qui nous permettent de très bien voir ici les tendons du supraépineux au niveau sous-acromial. Alors, si on revient dans les détails, sous les coupes axiales en T1, on objective très bien les structures musculaires. Donc là, on est au niveau du muscle supraépineux. On est là en T1, il est en hyposignal. Là, on est en T2 FATSAT, il est en signal intermédiaire. Lorsqu'on descend plus bas, on tombe sur ici, donc le niveau de coupe est là, donc on est dans la gouttière bicipitale, donc on voit ici le tendon du long biceps qui est dans sa gouttière, on le voit ici en T2 FATSAT. Alors ça c'est très important, pourquoi? Parce que lorsque le tendon du long biceps n'est pas dans sa gouttière, ça veut dire s'il est luxé, cela doit faire penser à l'existence d'une lésion au niveau du tendon du subscapulaire. Donc, si on regarde ici, on voit très bien le corps musculaire du subscapulaire et ici, le muscle de l'infraépineux. Alors, plus on va descendre, plus on va voir ici carrément le tendon du long biceps dans la gouttière et on voit très bien ici également le tendon du subscapulaire, donc qui apparaît en hyposignal continu et homogène. Et on voit très bien ici son insertion au niveau du tubercule mineur. Et là, on peut voir quelques petites fibres qui vont passer et venir fermer la gouttière. Et ça, c'est un T1. Sur ces coupes sagittales, on voit le corps musculaire, notamment du supraépineux. Et quand on regarde au centre, on a ici l'aponévrose. Et les fibres musculaires viennent s'insérer au niveau de l'aponévrose. Et donc, quand on veut suivre le tendon, on va partir de là
sur les coupes sagittales en particulier, et on va continuer pour venir jusqu'au niveau de l'insertion. Il est également important, donc ces coupes sont également très importantes, notamment en T1, pour étudier la trophicité musculaire. Et donc, on voit le Y ici, que fait la scapula, et on voit que le corps musculaire du supraépineux dépasse la droite qui joint ici la partie supérieure du Y. Et donc, la trophicité musculaire ici, elle est très bonne. Par contre, si le muscle ne dépasse pas cette ligne, cela suppose que le muscle, il est amyotrophique. Alors, c'est la même chose, c'est les mêmes coupes, donc on progresse vers l'insertion tendineuse et on voit très bien ici le tendon, d'accord, du supraépineux, ici le tendon de l'infraépineux et là le tendon du subscapulaire. Et sur les dernières coupes, on tombe ici sur l'insertion du tendon du subscapulaire, là l'insertion du tendon du muscle infraépineux et là le tendon du muscle petit rond. Celui-là, il est très important, en particulier lorsqu'il y a une atteinte et de l'infraépineux et du supraépineux. On parlera également, en dehors de l'aspect normal des différents tendons, de l'étude de l'articulation. Comment se fait cette étude de l'articulation? Elle se fait essentiellement par l'arthro-IRM. On en parle parce que l'arthro-IRM, ses objectifs, c'est de séparer les surfaces en contact et donc d'améliorer le contraste intra-articulaire. On fera quelle séquence? On fera des séquences T1, des séquences T2 FATSAT. Quel est l'intérêt? Nous l'avons vu tout à l'heure que le labrum n'est pas du tout étudié sur une IRM normale de l'épaule. Donc pour voir les lésions labrales, il faut distendre l'articulation. Comment on distend l'articulation? En faisant une arthro-IRM. Alors, cette arthro-IRM a également des performances accrues pour les lésions de petite taille, notamment les ruptures de coiffe, mais elle est inutile lorsqu'on voit une rupture qui est très large. Comment on l'a fait? Cette arthro-IRM, on peut d'abord réaliser des séquences IRM normales, donc on fait comme d'habitude, puis dans un deuxième temps, on va faire une arthrographie classique dans une salle de radio conventionnelle avec de l'asepsie et on va mettre du gadolinium et du produit de contraste iodé avec du sérum physiologique au niveau de l'articulation. Puis on va revenir et faire des séquences IRM, T1, T2 FATSAT. Ou alors on peut mettre directement du gadolinium dilué avec du sérum physiologique ou juste distendre l'articulation avec du sérum physiologique. Ceci va nous permettre de bien voir ce qui se passe ici au niveau, d'accord, du labrum. Donc labrum antérieur, labrum postérieur. Et donc ici en T2 FATSAT, on voit très bien le liquide dans l'articulation. C'est nous qui avons créé ça. Donc nous avons distendu ici l'articulation. Elle permet également d'étudier ici l'intervalle des rotateurs. Donc, ce qui va nous permettre de voir ici, ça c'est le tendon du supraépineux, le tendon de l'infraépineux. Et là, on a le tendon du long biceps. Et on voit ici le ligament coraco-huméral. Et à partir du ligament coraco-huméral, on va avoir le ligament gléno-huméral supérieur qui va maintenir en poulie ici le tendon du long biceps. Donc ceci est très important, notamment l'épaississement ici du ligament gléno-huméral supérieur, notamment dans l'exploration de la capsulite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la capsulite, le plus souvent, il est très compliqué de mettre le produit dans l'articulation parce qu'il y a une rétraction. En conclusion, l'épaule est une articulation qui est complexe. L'anatomie est fondamentale dans son exploration. L'IRM est la modalité de choix pour l'étude des structures tendineuses, mais également pour l'étude des structures musculaires. Mais elle sera au mieux réalisée après les radiographies et après une échographie. L'arthro-IRM a un rôle essentiellement dans l'exploration des lésions labrales. Je vous remercie de votre attention.